Dracus, du plexus. Padadadadapapara. Et c'est en train de chauffer. C'est en train de chauffer tranquillement. Tranquillement, les gars. Ça fait plaisir. Là, ça y est, le combat a lieu dans... Voilà, je regarde mon petit calendrier, là. Dans 3 mois. Un petit peu moins de 3 mois. Ça va être un banger si, évidemment, hein, Khamzat se pointe. Et là, sur les réseaux sociaux, on a des petits échanges qui... C'est hyper agréable quand on est dans un truc comme ça, organique, et où en plus, ça se répond directement. Petite pique de Khamzat, hop là, esquive, et puis Dricus qui renvoie, mais alors là, puissance maximale. J'adore. Bah, esquive, ouais, ou alors c'est un peu un power slap, parce que quand même, faut l'encaisser, les... Parce qu'il est bon quand même, hein, Khamzat, pour Oui. les pics qu'il envoie. En gros, grosso modo, là, il y a Team Khamzat qui est en mode... Bon, t'as rendu le cercle de tes amis à Dricus Duplessis, et Dricus Duplessis qui répond « Eh, peut-être bien, mais au moins ils font pas partie de ma famille. » Donc voilà, il y a, c'est inceste contre toi et tes coachs, vous vous mettez bien. C'est ça, inceste versus je baise mes coachs, ouais. Et réciproquement. Donc on va voir, on va voir tout ça ensemble. C'est dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Vivement les conférences de presse. Mais en tout cas là, voilà, les gars sont en train de préchauffer tout ça pour nous. Mais c'est quand même beau, une dispute où, avec le sourire, t'as 2 mecs terrifiants d'une centaine de kilos en dehors des combats. L'un qui se traite de tu baises tes cousins, et l'autre qui se traite de ouais mais toi tu baises celui qui t'entraîne depuis que t'es gamin. Et tout ça dans l'amusement le plus total, oui. et tout le monde kiffe, et eux les premiers, c'est quand même beau. Et en plus, et j'ajoute qu'on va avoir un gros combat, c'est ça qui est agréable. C'est pas en fait, c'est ça. Ouais. On en avait parlé de Belal Muhammad contre Sean Strickland, on aurait eu ce divertissement dans l'avant-combat, peut-être beaucoup plus, même sûr beaucoup plus sombre, mais on sait qu'ensuite ça aurait pas été ce qu'il va y avoir là. Là, ça va être pour le titre middleweight, 2 mecs qui vont se rentrer dedans. Évidemment qu'on signe pour ça. Allez, c'est parti les gars, générique. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Alors, je ne sais pas par quoi on peut commencer parce que c'est vrai qu'on a d'un côté Dricus qui avait déjà commencé à répondre à des comptes fans de Khamzat Chimaev, mais c'est vrai que ce qui a un petit peu tout accéléré, c'est le post de Khamzat Chimaev avec les donuts, Rusty. Explique-nous pourquoi des donuts. Non, explique-nous. Explique-nous, toi, pourquoi des donuts. Explique-nous, parce que moi, comme ça, j'étais en mode, oui, un petit déjeuner en Afrique du Sud, oui. Oui, bah en fait, alors, la photo, c'est donc Dricus au milieu de ses coachs, et il y a donc 5 personnes dans la photo, hein, si je me souviens bien. Oui. Et en description de cette photo, Khamzat met 5 donuts, donc met des donuts avec une sauce au chocolat. Oui, voilà. Oui. Les fameux donuts avec un appât chocolat que je vous recommande, hein, d'ailleurs. Ouais, bon, toi, oula, zesti là. Mais et en gros, bon, bah, sans vous faire de dessin, un truc qui a un trou au milieu et qui est marron autour, voilà à quoi faisait référence Khamzat. Tu fais référence à quoi, toi? Arrête, ça suffit. Non, mais je sais pas. Je sais quoi. C'est il commence à cutter, du coup il a la dalle. Je comprends pas. Et donc, ça, voilà, ça fait référence. C'est lié bien sûr à cette coutume, en tout cas chez les Afrikaners, visiblement. C'est Cameron Simon qui avait expliqué ça. Cameron Simon de la team. Arrête de défronce tes sourcils. Non, mais j'attends la fin du truc parce que. Mais tu sais déjà. C'est Cameron Simon qui avait expliqué que, en gros, il se faisait ça même en famille où il s'embrasse sur la bouche. Et c'est pour ça que. Oui, j'ai eu peur. Bah oui, non, mais parce que t'étais sans transition en mode donuts non, mais la transition, à la coutume de là-bas. Non, mais la transition, elle est logique. C'est juste que, voilà, faut suivre, quoi. Mais c'est que, en gros, voilà, c'est comme Dricus Duplessis avait fait. Il y a pas mal de vidéos de lui où effectivement ça avait fait un peu ça avait été viral sur les réseaux sociaux parce qu'il embrasse sur la bouche son coach qui a la cinquantaine et puis bah, qui est son coach, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, il y avait eu pas mal de vannes de la part de pas mal de monde, dont Sean Strickland et dont Khamzat Chimaev.
Et c'est en surfant sur ça que Khamzat Chimaev a redéclenché les hostilités. Et en vrai, je kiffe parce que aujourd'hui, maintenant, c'est plus un secret que si tu vas chercher Dricus en trash talk, non seulement il est là, mais il revient avec un tractopelle. Bah, il y avait Une même des tractopelle. codes de paris, les gars, pour est-ce que Sean Strickland, lors de la revanche, allait pleurer ou non à la conférence de presse. C'est Parce ça. qu'il avait Il fait a pleurer Sean Strickland et Israël Adesanya précédemment. Voilà, c'est ça. Et parce que la mentalité en avant-combat et en trash talk de Dricus du Plessis, c'est si t'es respectueux, je serai respectueux. Si tu veux qu'on s'envoie du trash talk, tu n'es pas prêt. Et force est de constater que personne n'est prêt. Et c'est pour ça que je kiffe Khamzat, c'est qu'il s'en bat les couilles. Khamzat a décidé, allez, on y va, les deux pieds dedans, et en plus avec des trucs le plus hardcore possible parmi ce qu'il peut trouver, en sachant que donc, parce que maintenant ça n'est plus un secret, qu'il allait prendre une sale réponse, c'est le cas. Mais en fait, ce qui est beau, c'est que vu que les deux ont l'air parfaitement à l'aise avec eux-mêmes et qu'ils ont absolument pas peur d'aller dans du sale, parce que je pense qu'ils sont très à l'aise avec qui ils sont et avec ce qu'ils font, et ben du coup ça fait un trash talk ultra décontracté alors qu'on est dans des bails potentiellement assez sombres. Parce que avant ça, il y avait le trash talk sur les blessures où je crois que c'est Khamzat qui avait dit à Dricus du Plessis, enfin un truc en mode comme il était censé y avoir le combat pour la International Fight Week, Dricus du Plessis avait dit qu'il pouvait pas parce que on sait toujours pas pourquoi, mais potentiellement blessure, potentiellement d'autres trucs. Khamzat Chimaev lui avait envoyé une pique en mode, enfin regardez-moi ce clown. Et Dricus lui avait répondu en disant mec, c'est quand même pas moi, enfin je crois que c'était avec Tapologie en mettant tous les combats annulés de Khamzat, c'est quand même pas moi qui sur les je sais pas 5 dernières années a annulé 1 milliard de combats. Donc ils avaient commencé à se chauffer là-dessus, c'est juste que ça franchit un cap et effectivement, mais sauf que là il faut que l'UFC, enfin il n'y a pas le choix, il faut arrêter là, il faut commencer à vraiment et là pour le coup c'est le MMA Guru qui le dit souvent, mais je suis à 1000% d'accord. Sur un truc comme ça, tu refais des face-à-face en 1 contre 1, dans une pièce, en mode Gloves de la boxe, en mode Darren Till, Masvidal. Là, faut y aller, là, faut créer des moments légendaires. Ben oui, parce que tu sais que ça va s'envoyer. Juste Rusty, on a peut-être perdu les gens parce qu'on n'a pas eu la réponse de Dricus du Plessis finalement. On a eu Khamzat avec les donuts et on ne sait pas exactement quelle a été la réponse de Dricus du Plessis à ça. Eh bien, la réponse de Duplessis, ça a été je sais plus quoi, mais bah attends, ouais, parce que là je l'ai plus du tout là. Si tu l'as, à la limite, je suis chaud puisque je ne suis plus du tout sur cette page. Ah, Attends, je vais aller sur la sueur Instagram. Instagram, la sueur, c'est là qu'il faut aller tout de suite. allez sur C'est bon, je l'ai. la sur la réponse de Dricus du Plessis. Et la réponse de Dricus Duplessis sur Twitter. Ah merde, bah, j'allais te mettre un truc, mais il n'y a pas d'émoji consanguin. En réponse évidemment à l'emoji donuts de la part de Khamzat Chimaev. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est quand même en bonne ambiance entre les deux, franche rigolade, et je suis d'accord avec toi. Là c'est un combat, normalement il faut le faire monter, mais je pense que l'UFC, comme vous le verrez prochainement dans un épisode de Ground and Pound avec Manu, c'est qu'aujourd'hui l'UFC ils savent que ça va se vendre tout seul malheureusement, et même quand on parle des face-à-face qu'on peut avoir, enfin je veux dire, le face-à-face Ilia Topuria Max Holloway était stylé, mais ils avaient fait ça en visio quoi. Enfin, je veux dire, nous avec Rusty, on fait tout le temps des visios, il y a pas de souci, mais vous voyez bien que quand par exemple là, Manu était à Paris, on l'a fait en présentiel, le Grand On Parle, parce qu'on se dit c'est quand même mieux de faire ça en présentiel. Enfin, vous voyez même vous, je pense, j'espère en tout cas, la différence entre quand on est là via Zoom ou quand on est tous ensemble à la même table. Et c'est vrai que quand t'as des combats qui sont aussi importants, je trouve que c'est dommage que l'UFC se dise juste aujourd'hui, bon, le seul truc qu'on va faire, c'est on va faire un vieux Zoom tous ensemble. Alors que là, tu ramènes les deux. Déjà, tu sais que même dans l'avant, il va y avoir des interactions qui vont être très très drôles avant que le truc commence, ou en tout cas des moments qui vont pouvoir être partagés. Et puis ensuite, l'échange qu'il va y avoir, instantanément, ça va cartonner et les gens vont être beaucoup plus investis. Donc c'est juste à mon avis qu'ils se disent bah on n'en a pas besoin parce que de toute façon regardez-nous, c'est dans 3 mois, on est déjà chaud bouillant. Voilà. Ouais, mais sauf que, et oui, ça marchera, mais sur le long terme, les gens, ça va finir par, enfin, en gros, ça va finir par, je pense, les énerver un peu parce que, au-delà du fait qu'ils n'ont pas les combats qu'ils veulent, ce qui est le cas en ce moment avec l'UFC, ou en tout cas, maintenant, on les a eu là récemment, les combats qu'on voulait, mais en tout cas, les John Jones à Spinal, ça continue, et puis on a dû attendre beaucoup pour avoir les combats qu'on veut. Et c'est le fait que, oui, ça marche, mais c'est ça qu'il faut dire à une entreprise qui fait des bénéfices, ça pourrait marcher encore mieux.
C'est-à-dire que là, si tu fais les face-à-face où il se passe des trucs et en live, en vrai, en présentiel avec ces gars-là, je pense que au lieu de faire, si on raisonne en termes de pay-per-view, même si maintenant ça a plus, en réalité plus beaucoup d'intérêt, mais au lieu de faire 600 000 pay-per-view, bah t'en fais 900 000. Et je Et, pense quand même que ça vaut le coup, tu vois. et le truc, c'est malheureusement, je ne sais pas. Parce que Si ça vaut le coup. bah oui, je pense que l'UFC, ils ont fait leurs calculs de leur côté et ils ont dû se dire, si ça se trouve, c'est que les fans hardcore, parce que nous, les face à face, John Jones, Cormier, enfin tous les trucs qu'on a graille à n'en plus finir, qu'on se re-regarde aujourd'hui, peut-être qu'ils se sont dit, c'est que les fans hardcore, et les gars, dans tous les cas, ils auraient regardé ça, parce que c'est vrai que typiquement une boîte comme l'UFC, à mon avis, ils analysent vraiment tout, tu vois, et ils se disent, bon bah quand on organise cette conférence là, qu'est-ce que ça nous fait gagner en termes de pay-per-view? Et ça me paraîtrait vraiment bizarre qu'une entreprise qui optimise vraiment tout comme ça se soit dit, bon, quand on faisait les trailers, ça nous rapportait tant, et aujourd'hui on se prive de tout ça. Bah pour moi, en fait, Ah, pour moi aussi, hein, moi je suis dans ta team à 100%, mais ça m'étonnerait de la part d'une entreprise comme l'UFC où à chaque fois, tu vois, qu'ils vont sortir des trucs, on se dit, waouh, ils sont trop forts là-dessus, qui se soit dit, avant on faisait des trucs qui étaient beaucoup plus cool, maintenant on ne les fait plus, et ça nous fait moins d'argent qui... Enfin, ça... Il y a moins d'argent qui rentre dans notre poche, ou en tout cas, on est beaucoup moins rentable en faisant ça. Et donc moi, ce que je pense, c'est que ils sont peut-être dit, bon bah, quand on faisait ces trailers-là, je dis n'importe quoi, ça nous coûte, je dis vraiment n'importe quoi, ça nous coûte 1,5 million de réunir tout le monde, la post-prod, la machin. On a vu que ça nous faisait que 15 000 pay-per-view en plus. Bon, on va squeeze ça. Peut-être. bah ou alors, parce que ouais, ou alors ils ont vu que ça faisait effectivement bouger un peu les aiguilles et que ça crée quelque chose, mais peut-être pas suffisamment pour qu'ils se disent, enfin c'est-à-dire que ouais, si le machin a coûté 1 million à faire et qu'au final ça rapporte 1 100 000, bah peut-être qu'ils se sont dit bon bah ça ne vaut pas le coup et on va rester parce que ça fait, même si ça rapporte de l'argent et tout ça, bah ça fait du temps à passer, ça fait quand même des ressources à investir, des équipes à envoyer machin, mais enfin comment dire, j'ai l'impression quand même que c'est plus une histoire de, parce qu'on voit comme ils font tout l'UFC en ce moment. J'ai l'impression que c'est plus une histoire de, en fait, comme à moyen terme, tu as moyen de faire du cost cutting à mort pour générer un peu plus de bénéfices par événement, mais que c'est surtout une histoire effectivement de ouais, comment on dirait cost cutting, tu sais, en français, de réduire les coûts au maximum. Exactement, Enfin, on réduire les dépenses. Ouais, non, et puis ce que disait Ariel Elwani était assez intéressant, hein, c'est qu'aujourd'hui, l'UFC, ils sont vraiment dans cette situation, et il prenait en exemple le combat Diego Lopez contre Volkanovski. T'as plus vraiment de plans qui sont faits à long terme, c'est on a besoin de toi à tel moment, il nous faut un combat pour le titre. Bon, voilà. bah, comme il nous faut un combat pour le titre, tu retires ta ceinture, on va faire Diego Lopez contre Volkanovski parce qu'on n'a pas ça. Et ils sont plus dans un truc où on va se dire, bon, bah, on va construire ça, on va voir où est-ce qu'on va. C'est vraiment En à fait, l'opportunité, est-ce qu'on a besoin du combattant? En fait, et c'est là où j'allais en venir, mais c'est que, en fait, même si c'est pas que si t'es à l'équilibre ou machin, parce que si ça fait plus d'emmerde, bon bah ça fait plus d'emmerde, mais si c'est parce que ça faisait pas suffisamment de bénéfices pour toute la com que tu mets en place, alors ça c'est une chose, c'est-à-dire c'est des considérations purement pécuniaires, monétaires et tout ce qu'on veut en termes de chiffres et machin, mais il y a aussi une chose qui, c'est de l'impalpable, mais c'est aussi crucial pour une entreprise comme l'UFC, qui est une entreprise de divertissement, c'est que tu te prives de moments légendaires que tu peux utiliser ensuite. Et pour l'image de l'UFC, d'avoir des moments de fou furieux entre des combattants, enfin, c'est pas pour rien qu'on en parle encore de ces moments entre John Jones et Cormier. C'est pas pour rien qu'on en parle encore de ces moments entre Conor et Nate Diaz dans leur truc interposé avec des médias et des machins. C'est pas pour rien qu'on parle encore de ce qui s'est passé entre José Aldo et Conor McGregor dans ses tours autour du monde. Ça a imprimé la psyché collective des fans de MMA. Donc c'est pas rien ça de d'influencer et de marquer la mémoire et de marquer les gens pour littéralement les décennies à venir, parce que Aldo McGregor, c'était il y a 10 piges. Hein. C'est pas pour rien en termes d'image de ton entreprise de créer des moments qui marquent tes fans à jamais. Ça, c'est pas rien. Et ça, on n'en a plus. Ou alors, c'est de la chance quand on en a, tu vois. Ah, et quand tu peux les créer, oui, c'est pas du monétaire, c'est pas de l'impalpable, mais pour ton image de marque, pour moi, c'est quand même important, tu vois. Ouais, mais là, je pense que c'est parce que nous, on est fans et passionnés que c'est important pour nous. Mais quand t'es une entreprise et que tu te dis,
faut gagner de l'argent et que t'es coté en bourse, et c'est pour ça aussi qu'on en parle souvent, que depuis qu'il n'y a plus les frères Fertitta, c'est différent aussi, parce qu'ils sont plus dans ce côté concret qu'avant, où les gars faisaient l'extra step de se dire waouh, ça va être intéressant. Et typiquement le truc qu'on dit aussi souvent, c'est les cartes de Conor McGregor, maintenant c'est peut-être les pires cartes de l'UFC, parce qu'ils savent très bien que oui, tu feras peut-être plus de ventes si tu mets un Robert Whittaker à Adesanya, mais comme Conor il capte tout, est-ce que pour 100 000 pay-per-view en plus ou 50 000, tu vas mettre Adesanya Whittaker alors que tu peux les mettre dans un pay-per-view séparé? Bah non, l'UFC préfère faire ça différemment, exactement pareil que pour les trailers et tout ce qui est lié à la communication, malheureusement pour nous. Ouais, mais ça, pour moi, les deux sont pas incompatibles, hein. Pour moi, tu peux avoir un modèle à la boxe, comme la boxe, où tu as là, on est sur de l'optimisation où tu n'as qu'un gros combat à la tête de la carte qui fait parler, et puis le reste, tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est pas impossible d'avoir ce modèle-là et le combat que tu as en tête de carte, tu en fais de la promotion, mais une vraie promotion comme il faut et j'allais dire à l'ancienne, mais oui, en soi à l'ancienne, mais juste bien, tu vois, comme ce que fait la boxe. C'est juste que tu vois, il y a un truc que j'ai entendu récemment et avec lequel ça m'a un peu ouvert les yeux, tu vois, mais c'est que la boxe, la raison pour laquelle ils en font, mais ils font des trailers de malades. Vous allez voir les trailers de Usyk contre Fury en mode western et tout. Les trailers qu'ils font, c'est entre Joshua et je crois que c'était Fury aussi en mode zombie et tout. C'est des films, les trailers entre Beterbiev et Bivol. C'est somptueux, ça hype de fou. Mais, et les gens disaient, ils font une communication de malade mental parce qu'ils savent que leur produit est pas dingue. Dans le sens où, généralement, les combats en boxe anglaise, on en parle moins que la manière dont les combats produisent du divertissement dans le MMA. Et ça, j'ai l'impression que c'est quand même assez vrai. Et donc, parce que le produit en lui-même est un peu moins divertissant en termes de combat, en boxe, ils font l'extra step pour essayer de hyper en termes de com. Tandis que comme les combats et ils étayaient ça en disant, en boxe anglaise, tu vois, on parle presque plus souvent de la décision des juges ou de l'avant-combat plutôt que du combat en eux-mêmes. Et surtout que les trailers de fou ne sont faits uniquement par l'Arabie Saoudite où il n'y a pas de logique de rentabilité. Ouais, voilà, oui, en plus, effectivement. Et tu fais bien de le dire. Et tandis qu'en MMA, il y a, et ça c'est quand même une chance qu'on a, mais c'est qu'il y a beaucoup plus de divertissement pendant les combats, et ça pour le coup c'est difficile à quantifier parce que je regarde pas tous les combats de boxe anglaise bien sûr, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus cette sensation que il y a des moments marquants dans les combats de MMA et que c'est ça qui fait parler le plus presque, ou en tout cas autant que la com qu'il y a autour, et c'est pour ça que l'UFC n'a pas à faire, à mettre les petits plats dans les grands en termes de communication ou en termes de trailer ou en termes de mise en scène avant, etc. C'est qu'ils savent que de toute façon ce sont les combats qui produiront les moments qu'ils utiliseront ensuite dans les highlights et dans les promotions de combat. Et donc, qui n'ont pas besoin d'y aller. Ce qui est pas faux aussi, quoi, mais... Ouais. Non, moi je te dis, ils sont vraiment dans un truc, ils veulent plus nous faire plaisir, c'est tout. Ils sont dit, les fans hardcore, de toute façon, ils sont conquis parce que typiquement, on met le truc de thrill and the agony. On ne l'a plus, ça non plus. On l'a plus. C'était les moments c'était les moments, en gros, les gars, behind the scenes, juste après les combats, qui étaient incroyables parce que d'un côté, vous aviez les caméras qui suivaient le vainqueur et les caméras qui suivaient le gars qui avait perdu. C'était incroyable. Parce que là, c'était vraiment la substantifique moelle du MMA et de ce que ça représentait pour eux. Mais vraiment, ce truc-là, c'était, il y avait quasiment pas d'editing, complètement fou. Et malheureusement, on ne l'a plus non plus. Et je suis d'accord avec toi. C'est ce qui fait partie du truc. C'est ce qui fait qu'ensuite, tu peux communiquer pour les combats d'après. Mais je pense qu'ils se disent, de toute façon. Oui, mais du coup, est-ce que pour toi, il y a, est-ce que pour toi, il y aurait un fond de vérité, ou en tout cas, parce que c'est pas la vérité, parce que c'est des interprétations, mais si, c'est la vérité. Et tout ce qui sort de cette bouche-là est la vérité. Voilà. Mais je pense quand même. Est-ce que tu me rejoins et vraiment, je suis curieux. Est-ce que vous nous rejoignez ou vous m'en rejoignez sur ça, les gars? Mais c'est que chacun d'entre vous. Ouais. Mais sur le fait que je pense vraiment, je suis convaincu que là, ce qui fait qu'on est fan et aussi fan de MMA, c'est aussi pour tous ces moments qu'on a vécus et qui sont magnifiés par
des caméras qui sont dans les vestiaires après ou avant, parce que par exemple le moment où Conor pleure après la défaite contre Khabib, les trailers qu'il y a de José Aldo, enfin tu sais le Embedded et puis les conférences de presse d'avant tout autour du monde, ce Thrill and the Agony avec Dustin Poirier juste après son combat contre Dan Hooker, tu vois, ou c'est quoi déjà ce qu'il dit, c'est tu as montré qui était le boss. Voilà, tu lui as montré qu'il et il répond quoi déjà et c'est pas juste un petit hochement de tête de Dustin Poirier justement avec la musique qui est parfaitement avec le timing parfait sur la musique. Parce que alors il dit un truc mais en gros il fait ça et en penchant la tête, mais je crois qu'il dit genre that's right ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc voilà, et en fait, je sais que moi une grosse partie de ce pourquoi je suis autant hypé et que je suis autant fan de MMA, c'est que on a tous ensemble vécu ces moments-là. Moi, je me souviens que à l'époque, quand je matais, enfin, tu sais, il y avait eu Fedor contre Brett Rogers et il y avait eu un espèce de embedded de countdown fait par, je sais plus quelle était la chaîne à l'époque, c'était pas CBS ou un truc comme ça. Et où il y avait eu Fedor qu'on voit dans le sauna et ensuite il mange une petite pâtisserie russe traditionnelle en sortant du sauna et puis il va se baigner dans l'eau gelée. C'était la première fois que je voyais qu'on faisait ce truc-là de sauna puis eau gelée puis sauna puis machin, et puis on le voyait dans son vieux gym dégueulasse soviétique et machin. Et moi c'est ça qui m'avait tellement hypé. J'étais en mode mais wow, tu vois des choses incroyables qui te marquent et c'est ça qui fait que tu restes fan. Et là où je veux en venir, c'est si on a de moins en moins de ces moments-là qui te marquent et qui t'agrippent et qui te font devenir un fan hardcore, bah est-ce que sur le long terme, tu te mets pas quand même un peu une balle dans le pied à ne plus avoir ces moments-là et donc ça marchera peut-être toujours, mais alors que tu aurais pu faire une progression exponentielle ou explosive comme ça, bah tu vas continuer, ça va marcher, tu vas faire des bénéfices, mais petits par rapport à ce que tu aurais pu avoir si tu avais développé une vraie fanbase, tu vois, ou continuer de la développer. Malheureusement pour nous, Rust, malheureusement pour nous, je suis d'accord avec toi, je pense qu'absolument tout le monde est d'accord avec toi dans les commentaires, tout le monde dans les gens qui apprécient le sport sont d'accord, mais les hommes mentent. Mais pas les chiffres, et l'UFC continue de grandir. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et tant et c'est le plus terrible, et je pense que il se raccroche à ça, et Dana White tout le board de l'UFC se raccroche à ça, on est tous d'accord que c'était mieux avant, qu'on préférait quand il y avait les trailers, qu'on préférait qu'il y avait tout ça, mais tous les trimestres, ils publient leurs résultats, et c'est toujours en hausse. Je veux dire, t'as même ce truc qui est horrible, c'est les cartes sont moins bonnes, les prix augmentent et la billetterie continue de tout cartonner, tu vois. Et on fait que de se dire, et toi et moi on se dit combien de temps ça va durer, il y a un moment ça va craquer, mais je pense qu'ils ont réussi à hacker un peu le système en étant dans un truc où, bah typiquement, l'UFC ne vient jamais au Canada, ça faisait 10 piges qu'ils n'étaient pas allés, ils reviennent avec une carte internationalement, parce que pour nous en France, oui c'était ouf avec Manon et BSD, mais internationalement la carte est assez mid quand même, la carte est assez mid. Et bah ils ont tout cartonné. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 piges qu'ils sont pas venus. T'es fan de MMA, même si la carte est un peu mid, bah tu vas payer. Voilà. Oui. Et je suis d'accord avec toi de dire non. Mais dans le sens où il pourrait plus. En fait, ok. Il pourrait plus. C'est-à-dire que dans le sens, il pourrait même générer plus d'argent. Mais c'est juste que, et là tu me dis du coup, je pense qu'on pourra trouver peut-être notre terrain d'entente ici, c'est que il pourrait, s'il faisait tous ces efforts en termes de promotion, faire plus de bénéfices et plus de gains, mais c'est juste que ils en feraient plus, mais pas suffisamment pour que ce soit intéressant. Ah, mais depuis le début. Ah non, depuis le début, je suis d'accord avec toi. Depuis le début, je suis d'accord avec toi. Je me fais juste l'avocat du diable et l'avocat du côté UFC. C'est juste qu'ils sont dans un truc où ils se disent oui, on pourrait vous faire plus plaisir. Mais pourquoi ? En fait, pourquoi on ferait cet extra step là ? Pourquoi on ferait parce que ça leur rapporterait plus, on pourrait leur répondre si c'était ça dans cette discussion imaginaire, mais c'est juste qu'ils sont en mode ça nous rapporte déjà suffisamment et on n'a pas l'assurance de combien ça nous rapporterait, alors que là on sait quoi. Mais à chaque fois, enfin typiquement, qu'il y ait Dricus du Plessis Strickland en main event à Sydney, alors que t'as Adesanya qui est dispo, qui combat 2 semaines après contre Adesanya qui combat 2 semaines après contre Nassourdine Imavov, Volkanovski contre Lopez qui combat 1 mois après. C'est pareil, on est exactement dans la même situation ils auraient pu faire cet extra step de se dire
Bah Adesanya, vous le mettez en co-main event. En plus, c'est la même catégorie. Conférence de presse où t'as Adesanya, Nassourdine, Dricus, Sean Strickland. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un expert en marketing pour se dire que ça a du sens et que littéralement, ça peut tirer de tous les côtés, qu'en plus, ça peut faire des match-ups potentiels qui sont intéressants. Mais non. Mais non. Mais alors du coup, et pardon, et on finira là-dessus parce que sinon on n'en aura jamais fini. Mais donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a aucun Le seul truc qui les fera changer, c'est à partir du moment où tu auras soit stagnation, où ils présentent le résultat, et là on verra un petit rouge de ils ont fait moins 0,5%, enfin, que ça commence à baisser. Et exactement comme ce qui se passe aujourd'hui avec les négociations de contrat, où ils attendent d'être dans cette situation de nous n'avons pas le choix et c'est là qu'on va payer John Jones, nous n'avons pas le choix et c'est là qu'on va dire à Connor, bon bah on va pouvoir te mettre le Proper 12 en sponsor. Ils vont attendre d'être dans cette situation de on est dans le rouge ou de il y a une autre organisation qui commence à grappiller des trucs et là ils vont se sortir les doigts. Mais je pense que tant qu'ils sont dans une situation où on vous sert des trucs qui sont moins bons qu'avant, mais vous regardez quand même, vous êtes quand même très content, pourquoi changer? Malheureusement, je pense ça ou qu'il y ait un changement de et ça n'arrivera pas, je pense, ou changement de propriétaire et que t'as un mec qui soit vraiment fan et qui se dise bon, là les gars, on va vous faire plaisir et tout. Mais dans la logique dans laquelle ils sont aujourd'hui, tu vois, enfin je veux dire typiquement même le truc on en avait parlé l'année dernière, que ce soit l'UFC 300, la sphère où on était passé de waouh, va y avoir un main event de fou à ils font leurs calculs, ils disent bon en fait c'est la sphère le main event, c'est la sphère la star de cet événement. C'est le genre de truc quelques années en arrière, il y aurait pas eu ça, il serait dit il y a la sphère, mais on va vous mettre le combat du siècle à la sphère aussi. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant ce bail de quand tu n'as plus de personnes fans du produit que tu vends à la tête de l'entreprise qui crée ce produit. Parce que c'est vrai que ça, on le voit pas mal. Là, j'ai vu un truc hier, c'était sur Take-Two Interactive, tu sais, le studio de production de jeux vidéo. Et en gros, le mec, le PDG disait moi, je suis pas un gamer, je joue jamais, je m'en fous en fait. Et c'est une dinguerie, ça. C'est vraiment une dinguerie. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Et je sais que tu peux avoir, et par exemple, il y a des Nintendo, par exemple, tu vois, je sais que ils ont une réputation auprès des fans qui est mais misérable. Les fans de Nintendo, enfin des jeux Nintendo détestent Nintendo parce que Nintendo, en gros, c'est vraiment ils démontent les fans dès qu'ils peuvent. C'est-à-dire que dès qu'un fan va faire un truc un peu stylé ou vouloir organiser un tournoi de Mario Kart en demandant les autorisations, les trucs, ils font des trucs d'énormes enculés. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment, ils ont une réputation de merde, Nintendo. Ils mettent que des bâtons dans les roues à leurs propres fans. Et t'as l'impression qu'ils détestent leurs propres fans. Sauf que, bah effectivement, Nintendo, ça cartonne. Dès qu'il y a un jeu Super Mario qui sort, ça cartonne parce que le jeu est exceptionnel. Dès que machin. Et c'est vrai que donc, c'est ça qui est un peu badant, c'est que autant j'aimerais y croire et j'aimerais me dire, et je le pense toujours un petit peu au fond de moi que s'ils continuent à vraiment ne pas donner aux fans ce qu'ils veulent et un peu les regarder d'eux, etc., ça va finir par avoir ça va finir par causer des problèmes et avoir un impact en tout cas. Autant c'est vrai aussi qu'il existe des entreprises monstrueuses et des multinationales créatrices de divertissement comme Nintendo qui ont cette espèce de dichotomie où d'un côté ils font un produit que les gens achètent et de l'autre, même si ça cartonne et que les gens l'achètent, les gens détestent cette entreprise. Donc malheureusement c'est possible et c'est ça qui me fait flipper, c'est que ça s'est déjà vu et il y a un monde où l'UFC peut devenir comme ça, quoi. Seul l'avenir nous le dira, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, d'ici là, vous pouvez aller sur MySweetPea. Code la sueur, moins 30%, surtout MySweetProtein, complément alimentaire, les fins, les Sweet Brownies, vous connaissez, moins 30% minimum. Holy Moly, boisson énergisante, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, nouvelle saveur, en veux-tu. Envoie la code la sueur 5 moins 5 €, si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Bye. En fait, on n'est pas content. Non, mais en fait, c'est parce que là, c'est ce on fait un cut et c'est juste après, mais en gros, c'est parce que dans le cut, comme ça, on continue de discuter avec Guillaume depuis 20 minutes là. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on rajoute ce truc-là parce qu'on s'est dit, oui, on parle de rentabilité, de peut-être qu'ils le font parce que ça rapporte pas assez, que machin, et puis que s'ils font de la promotion, mais qu'ils voient pas de gros boosts dans les pay-per-view, finalement, est-ce que ça. Et en fait, on pouvait pas s'empêcher de se dire, oui, mais non, mais quand même, nous, à notre petit niveau sur YouTube, on sait que c'est essayer d'optimiser chaque contenu et chaque truc comme ça. Si l'UFC lance un concept de chaque UFC numéroté,
ils ont un face-à-face en présentiel qui est fait un mois avant et que donc ils savent qu'ils peuvent le monétiser puisque donc les sponsors qu'ils vont pouvoir trouver sur ce truc-là, qui vont se battre parce qu'ils savent que probablement ça va cartonner. Ensuite, à la YouTube, la TikTok, comme tu disais, la TikTok Money, ce machin. Juste rajouter un face-à-face, c'est évident que non seulement ils vont être rentables, juste en trouvant un sponsor monstrueux sur uniquement les face-à-face comme ça, en plus de ce qu'ils veulent les face-à-face, ils veulent le retour des face. Mais non, mais parce que c'est quelque chose que personne ne comprend, et moi le premier, et qu'on en a eu, et tu sais, quand tu y as goûté une fois, tu comprends pas pourquoi tu peux plus y goûter. Et en plus, t'es d'accord avec moi, t'étais d'accord avec moi. J'étais pas d'accord. Les gars, j'étais pas d'accord. Je lui dis arrête de rêver. Mais oui, mais évidemment que l'UFC se ferait énormément doser. Et surtout que c'est ça. Et donc, on est d'accord que notre truc ne tire même pas de dire ils le font pas parce que ça rapporterait pas suffisamment. Juste avec un sponsor de fou furieux, tu vas chercher ce qu'ils veulent, tu vois, leur truc de blockchain ou j'en sais rien, un sponsor qui paye des milliards là, des millions, bon peut-être pas des milliards quand même. Des trilliards. Ouais, voilà. Tu me feras pas croire que le coût de la production de faire ce face-à-face, même s'ils abusent, ils font un truc en mode Ubisoft et ils mettent 30 personnes pour à la production d'un face-à-face, même 30 personnes à la production d'un face-à-face et le montage ensuite, tu mets juste un gros sponsor, sans même parler de la TikTok, YouTube Money, tout ce que tu veux. Et non seulement ils sont rentables, mais ils les font les bénéfices de zinzin. On a dit les gars qu'on allait mener l'enquête pour avoir le fin mot de l'histoire là-dessus. Parce que là on est en train de se dire oui, ils s'y retrouveraient. Et puis les rares exemples qu'il y a eu récemment, même quand ils avaient fait, c'est quoi qu'ils avaient fait en présentiel, Dominique Cruz contre Chito Vera, je crois. Ouais. Même ça qui était pas, je veux dire, énorme et animé par John Anik si je ne m'abuse, ça avait cartonné. Ouais. Donc pour un Chito Vera, Dominique Cruz, hein, c'est pas, oui, ce sont des stars, mais c'est pas c'est pas de l'acabit. Et Max Holloway contre Ilia Topuria avait cartonné aussi, alors que c'était en distanciel. Donc voilà, on est en train de se dire, on va mener l'enquête, on va en attraper 2-3 par callback, et puis on va revenir avec vous avec on espère, avec de vraies réponses sur pourquoi l'UFC ne fait pas ça. Et ça se trouve, hein, peut-être que le truc le plus simple, ça va être, les gars, c'est tellement compliqué de mettre ça en place, de faire en sorte que les deux mecs soient présents au même moment. C'est peut-être tout simplement un truc logistique, hein. Peut-être. Hein. Bon. Ouais, quand on veut, on peut. Hein. Voilà, allez, on vous laissera là-dessus. I'm fucking coming for you!